ce projet est lié à l'évolution des besoins. Le développement est quand même subordonné à des moyens, à des questions de lieu, à des questions de place, et en même temps à l'image que s'en font aujourd'hui les utilisateurs, nos partenaires, les publics, etc. Donc l'idée nous est venue qu'on pouvait se présenter de façon virtuelle, commencer à imaginer ce développement autrement que par un réaménagement physique des espaces qui prendra du temps, qui demandera de mettre des projets de qualité sur pied, qui demandera des moyens. Ce projet va être une évolution, va utiliser les ressources qui ont déjà été rassemblées et étudiées dans les années passées, car ça a été un immense travail, un travail de pionnier, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune étude, par exemple, vous citez la sociologie, aucune étude de sociologie sur le monde du vitrail, sur les acteurs du vitrail. Pas simplement les acteurs institutionnels dans le cadre des musées et de l'histoire de l'art, mais les acteurs dans le cadre des professions liées au vitrail et l'évolution de ces professions. Or, ces professions évoluent considérablement. Les pratiques évoluent énormément. Et donc là, nous allons pouvoir, grâce à ce projet, continuer et développer cette étude sociologique, et en particulier en l'étendant aux autres pays européens. Car aujourd'hui, on observe que certains pays européens sont extrêmement avancés, extrêmement dynamiques dans ce domaine de la création et de la conception de vitraux. Le futur centre d'interprétation de la cathédrale est un projet qui remonte à très loin. Il y a eu un premier avant-projet, si je puis dire, dans les années 84, avec une fouille devant le parvis, sur le parvis, qui a été rebouchée après en 93. Donc tout ça est tombé un petit peu dans l'oubli. Et en 2012, la ville a lancé un marché d'études et de définition sur le réaménagement, effectivement, du quartier cathédrale, avec toujours ce projet de centre d'interprétation. Donc ce marché d'études et de définition a été clos en 2014, une consultation a été relancée. Aujourd'hui, ce sont les architectes du cabinet Formacis, donc Michel Cantal-Duparc, qui sont sur ce projet et qui nous feront des propositions dès le mois de juin prochain sur la réalisation concrète, puisqu'en fait un dessin a même été présenté à la Commission nationale à Paris, des sites historiques, donc avec un projet donc concret qui nous sera remis dès juin 2016 sur l'implantation de ce futur centre d'interprétation qui devrait faire à peu près 4000 m². On y trouvera, entre autres, les fouilles archéologiques qui sont existantes et qui vont continuer d'ailleurs, parce que de toute façon, puisque de toute manière, effectivement, on va continuer à creuser autour. On y trouvera également tout ce qui permettra d'interpréter la cathédrale. Nous avons constitué un comité scientifique et nous sommes en train de travailler effectivement au contenu actuellement. Il s'agit de créer de nouveaux services culturels et pédagogiques. Nous avons constaté, et ce qui a motivé le conseil d'administration, nous avons constaté que actuellement tous nos services sont des services de proximité. Ce sont des activités avec une dominante de suivi, ce qu'on appelle présentiel, c'est-à-dire que les gens viennent chez nous, mais nous avons remarqué qu'il y a un public important qui se développe et qui est demandeur de ces services culturels, mais dans le cadre de loisirs culturels ou de formation à distance. Et donc c'est dans cet objectif-là que nous avons travaillé sur ce projet de centre numérique du vitrail et du patrimoine. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer effectivement de ces nouvelles technologies, dont le numérique, où on va à l'essentiel et avec les techniques qu'aujourd'hui tout le monde utilise et utilisera demain. L'intérêt de la numérisation, c'est bien sûr l'utilisation d'un nouveau langage et de nouvelles possibilités de communiquer. Je vois donc deux avantages. Un, de l'ordre du savoir, c'est qu'on met du coup à disposition du plus grand nombre des connaissances qui jusque-là sont quand même réservées à des livres, qui ont des accès plutôt difficiles. Donc c'est un outil pour connaître notre patrimoine. Et deuxièmement, eh bien, c'est un facteur de communication, de médiation extrêmement puissant, puisque avec le numérique, on peut toucher beaucoup plus de personnes encore que par les moyens traditionnels. Il y a des moyens qui sont liés à l'époque, qui permettent
réinventer un genre de parcours pédagogique utile. On reconnaît dans ces vitraux des façons d'agir très étranges qui pourraient faire l'objet de, pas de conférences, mais dans une projection audiovisuelle, avec le son, des commentaires, montrer des particularités extrêmement intéressantes. C'est une partie analyse des œuvres. Et cette analyse, elle est extrêmement importante parce que on ne comprend rien à ces vitraux si on ne fait pas cet effort. Du point de vue de la connaissance, l'outil numérique n'est pas neutre. C'est un outil qui, bien sûr, doit rendre compte des réalités patrimoniales, mais comme tous les outils, c'est un outil qui va interpréter. Et donc, avec le numérique, il y a une possibilité de mieux connaître ou de connaître différemment des éléments qui sont déjà étudiés depuis longtemps. Le fait d'utiliser ce support et cette technologie n'est pas du tout innocente. C'est forcément un outil qui permet de labourer plus en profondeur, comme quand on change, on passe de la houe à la charrue, et de la charrue à des instruments plus perfectionnés. Ce ne sont pas les mêmes techniques, ce n'est pas les mêmes rendements, et ce n'est pas non plus la même manière de voir l'objet scientifique. Et puis, du point de vue de la médiation, eh bien, il faut traduire tout ce qui va être mis à disposition par le numérique, il faut le traduire de façon poétique, il faut le traduire d'une façon artistique. En matière, par exemple, de diffusion culturelle, il y a les expositions que nous réalisons ici, mais que nous allons pouvoir organiser de manière virtuelle. Nous allons pouvoir construire et proposer des formations à distance pour pouvoir répondre à cette demande dans le cadre de parcours académiques, des enseignements de l'école qui vont pouvoir être mis à disposition. Nous allons élaborer de nouveaux modules destinés à la spécialisation de guides professionnels en matière de tourisme culturel et dans le domaine du vitrail. Il y a de très nombreux édifices en Europe qui sont pourvus de collections de vitraux absolument remarquables, anciens ou modernes. Et aujourd'hui, il y a très peu de spécialistes capables, susceptibles de les montrer, de les faire connaître. Donc nous avons ici là une demande importante, aussi bien en France que dans les pays européens. Cette formation se fera en plusieurs langues en fonction des publics potentiels susceptibles d'être intéressés par ce type de formation. Et puis alors, il y a aussi la diffusion scientifique. Ça aussi, c'est un domaine important. Tous les ouvrages que nous publions aujourd'hui sont édités, sont imprimés et diffusés, mais cette diffusion est relativement limitée de par les capacités du livre imprimé. Donc là, nous allons pouvoir rendre accessible l'ensemble de ces ouvrages par cette voie de ce centre numérique du vitrail et du patrimoine. Les colloques également que nous organisons, tous les travaux de recherche, quand nous constituons des groupes de recherche avec des universitaires et des historiens, eh bien ces travaux, aujourd'hui, on avait parfois beaucoup de mal à les publier parce que c'est assez onéreux. Nous allons pouvoir les diffuser avec des moyens financiers bien inférieurs. Pour le site historique qui est le cellier de Loins, le centre est à l'étroit. Donc ce qui nous a mené à une réflexion vraiment d'ensemble sur la réorganisation de l'espace muséographique. C'est un projet qui nous tient à cœur pour rendre beaucoup plus dynamiques les présentations permanentes du centre, des reproductions de vitraux, des collections, etc. Et ceci aurait l'avantage par ailleurs de libérer de l'espace en transposant sur un autre site, si possible, la formation professionnelle qui, elle, est très à l'étroit aussi et mal installée. Nous suivons actuellement quelques pistes pour essayer
de mieux installer ce centre de formation, ce qui ensuite nous renverrait à ce que j'appelle le tourisme en marguerite, c'est-à-dire qu'il faudrait ensuite inciter le visiteur chartrain à aller en plusieurs endroits et qui ne présenterait pas le même type d'expérience. Et à la limite, si on délocalisait dans un lieu très symbolique l'activité formation professionnelle, ce serait une sorte d'écomusée, et on en revient à la notion de patrimoine vivant, c'est-à-dire qu'on verrait comment se fait encore aujourd'hui le travail vivant sur le vitrail. Le musée, qui n'est pas un lieu d'enseignement, a perdu une de ses caractéristiques fondamentales. On pourrait imaginer que des promeneurs qui viennent dans ce musée, tout d'un coup soient confrontés à la fois à des systèmes d'ensemble pour comprendre comment marche la mécanique au Moyen-Âge, parce que c'est pas une mécanique, c'est un savoir et un pouvoir qui est un héritage. Le Centre international du vitrail a toujours effectivement mené une politique culturelle tout à fait en accord avec les objectifs de la ville. La numérisation des fonds est quelque chose effectivement d'important que nous menons nous à la médiathèque de Chartres, y compris pour les manuscrits médiévaux par exemple. Donc nous sommes une ville vraiment tournée vers ces technologies numériques qui nous permettront de développer notre offre culturelle. Nous avons d'ailleurs créé récemment une scène numérique. Nous avons des start-up ici à Chartres, dont une qui s'appelle Utcha, qui nous a déjà fait des projets intéressants, que ce soit sur le sanctuaire gallo-romain, à Saint-Brice, que ce soit sur la Porte Guillaume. Donc on est tout à fait en adéquation et c'est très bien qu'on avance ces projets ensemble.